Donc c'est la partie qui opposait Daniel Balzinger et Guy Daubagnan en 5e ronde du tournoi de Ballainvilliers. Et que s'est-il passé? Que s'est-il donc passé? Eh bien, on va le découvrir. Nous allons le découvrir. Donc là, nous avons l'armée, oui, c'est l'armée Touareg, tenue et menée de main de maître par Daniel. 29 plaquettes quand même. 29 unités. C'est pas rien. Alors, les Touaregs, une armée très intéressante, que personnellement je joue régulièrement aussi, qui présente, comme toutes les armées d'ailleurs, des forces et des faiblesses. Sa principale force, c'est que pratiquement tout le monde attaque. C'est une armée très offensive et qui est capable de faire face à pratiquement tous les types de terrains. En effet, les chameaux, vous le savez, peuvent évoluer sans difficulté et sans pénalité dans des terrains accidentés tels que la broussaille, mais également dans les dunes. Et si d'autres terrains sont présents sur la table difficiles, tels que collines difficiles, tout le monde va être forêts, embêté, etc., les fantassins moyens, eux, peuvent s'en occuper. D'accord. Alors à partir de là, il y a des choix d'organisation possibles. Soit on maximise, on équilibre, ou on maximise une composante, soit les chameaux, soit l'infanterie moyenne. Daniel a opté pour prendre le maximum d'infanterie moyenne impétueuse. Avec quel concept, j'ai pas pu en parler avec lui, puisque je n'étais pas là lors de l'enregistrement de... Et on voit qu'il y a un commandement assez faible, quand même, globalement. Ah bah de toute façon, le commandement est limité à deux points de commandement. Donc c'est en général brillant, en fait. C'est la grosse faiblesse. Les deux grosses faiblesses de l'armée Touareg sont son commandement faible et la grande sensibilité, la grande faiblesse des chameaux au tir. Car le chameau n'a plus de protection, donc dès qu'il est face à des archers, il est très mal. Mais c'est pas gênant ça d'avoir justement plein d'impétueux comme ça avec des généraux ordinaires? On peut pas vraiment les retenir, les chameaux, au final. C'est-à-dire qu'on est obligé d'adopter une attitude résolument offensive et de jouer sur la masse. Ça finit toujours par passer quelque part. Oui, après on crée des débords, des prises de flanc, Donc l'option, c'est le maximum d'infanterie moyenne impétueuse. Quel est le concept? Sans doute d'optimiser son armée dans un contexte médiéval. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup d'infanterie lourde qui coûte très cher. Or, c'est toujours très agaçant de payer très cher à un lancier lourd, armure, parfois élite, et puis de se le faire percuter par des fantassins moyens qui coûtent 30 à 40% moins cher en termes de budget, et qui en plus peuvent arriver en masse. Bien, alors ça peut être ça, son idée, je n'ai pas pu en discuter avec lui, mais c'est ce qui me paraît le plus logique. Peut-être dans le tournoi médiéval avec beaucoup de chevaliers potentiels, donc de chevaux, finalement les chameaux ça peut être un choix aussi intéressant. Certes, mais si on regarde les armées médiévales, dans la plupart des cas, on est face à une composante chevalier qui est de 4-6 chevaliers par armée. C'est une troupe très chère, presque toujours, il y a de l'infanterie et de l'infanterie lourde. Donc je pense que Daniel a probablement raisonné comme ça. L'organisation qu'il a choisie, c'est-à-dire l'articulation plutôt des troupes qu'il a choisies, est logique compte tenu de ses choix. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un petit corps de manœuvre qui est là pour trouver le trou, s'infiltrer, déborder. C'est le corps dans lequel il y a 5 chameaux. Un corps qui est... C'est le corps du milieu, donc, ça. Non, c'est le corps numéro 3, le petit corps de manœuvre. Voilà. On a un corps qui est à base de fantassins moyens, donc lui il a vocation à aller vers l'infanterie et puis à exploiter les terrains éventuellement difficiles. On lui a adjoint un petit chameau léger impact parce que ça peut toujours aider. C'est une capacité supplémentaire qui peut être toujours très intéressante. Et puis il y a un corps, je dirais polyvalent, dans lequel on trouve moitié chameau, moitié fantassin moyen, et c'est là qu'on trouve logiquement le général qui a la compétence la plus élevée, c'est-à-dire le général Brillant. 5 chameaux élites là, dans ce corps-là quand même. Donc une armée très offensive, très nombreuse, et il faut se souvenir que dans la règle art de la guerre, la masse, c'est une qualité en soi, puisque
C'est ce qui permet le plus souvent d'arriver à trouver des prises de flanc quelque part ou à exploiter les trous, les brèches dans le dispositif. Et vous savez qu'à Art de la guerre, toute prise de flanc ou d'arrière est mortelle très très rapidement. On le voit de temps en temps, tous les vendredis d'ailleurs. Voilà pour Daniel et ses Alors, on va voir maintenant. Touaregs. Donc la liste de Guy, donc les Hongrois médiévaux. Les Hongrois médiévaux, pardon, oula. Les Hongrois médiévaux, là on est dans une armée qui est complètement dissymétrique par rapport aux Touaregs qu'on vient de voir. C'est-à-dire que l'option qui a été choisie, c'est la compacité et la qualité des troupes. Ça, il y a carrément moins de plaquettes, à 10 plaquettes de moins. Hein. Alors, et des troupes plus qualitatives quand même. Oui. Alors les Hongrois peuvent avoir de l'infanterie lourde de qualité d'ailleurs. C'est une armée qui est, dont une partie de l'intérêt, c'est la possibilité de varier les organisations. Là, le choix de Guy, c'est de prendre une armée tout montée. Ouais. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il a misé sur la qualité de ses troupes. Et dans laquelle il y a une seule force de frappe véritable, ce sont ces 4 chevaliers lourd impact, élite, etc. Tout le reste, ce sont des troupes de manœuvre ou de harcèlement. Donc, de la cavalerie moyenne arc, de la cavalerie légère arc. Et pour couvrir un flanc ou couper l'armée adverse en deux, il a ce war wagon dont l'emploi classique, c'est celui de couverture sur un flanc. Ça permet de se couvrir. De verrouiller un flanc verrouiller. Le war wagon n'exerce pas de zone de contrôle, donc il verrouille par inertie en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il faut l'éviter. Mais il n'exerce pas de zone de contrôle. On se fait tirer dessus au passage. Et on se fait tirer dessus au passage, etc. Donc ça peut être très très gênant, surtout si à côté... toutes les troupes sont montées et peuvent, elles, partir cavalcader plus loin. Voilà. Au total, ça lui fait... Et alors, il a choisi, comme il n'a pas d'infanterie et pas grand-chose pour tenir le terrain face à de l'infanterie lourde, il a opté fort logiquement, pour un camp fortifié. Ce qui fait que, pour prendre un camp fortifié, je vous rappelle qu'il faut faire 6 OD avec une troupe montée, ou 5 ou 6 avec des piétons. Sachant que les troupes légères ne peuvent pas prendre un camp fortifié. D'accord. Au total, ça lui fait donc 18 unités, véritablement, et un seuil de cohésion de 19, puisqu'un camp fortifié... Donc, à partir de là, son organisation, elle est aussi assez logique, c'est-à-dire qu'il a un corps de rupture, les chevaliers, il a un corps de couverture dans lequel on trouve le war wagon avec 2 cavaliers moyens, si je me souviens bien, et 3 cavaliers légers. Et il a un corps qu'on pourrait qualifier de manœuvre enveloppement, enfin, un corps un peu polyvalent. Ça peut servir à envelopper une aile, ça peut servir à ralentir l'adversaire, ça peut servir à appuyer ou soutenir les chevaliers, dans lequel on trouve... ça, c'est le corps numéro 3. Hein. C'est le corps numéro 3, oui. On trouve le général inclus dans une cavalerie lourde, 3 cavaliers moyens et 3 cavaliers légers. Voilà. Ceci dit, d'emblée, la tâche me paraît très difficile pour le Hongrois, à cause de la disproportion des effectifs en jeu. Résumons-nous. Il a 7 tours pour infliger 29 points de perte à l'adversaire. Alors au total, si je me souviens bien, il a à peu près, je crois qu'il a 14 unités qui tirent, en incluant le war wagon, et 4 unités, il a 4 unités de rupture, les chevaliers. Si tout se passe bien, qu'ils sont bien engagés, chaque chevalier peut espérer détruire une unité adverse. Mettons que ces 4 chevaliers peuvent espérer détruire 4 à 6 unités adverses dans le délai. Encore, c'est pas gagné contre des chameaux. C'est pas gagné, mais dans le meilleur des cas, il reste encore plus de 20 pertes à faire. Statistiquement, statistiquement, un tireur au cours d'une partie, c'est-à-dire si mettons qu'on est 12 tireurs, on peut espérer faire 9 à 10 pertes
on peut toucher 9 à 10 unités différentes. C'est à peu près le... Donc on voit que ça va pas être simple pour le Hongrois. Voilà pour la présentation des troupes. Alors je pense qu'on peut maintenant parler maintenant du terrain. Ouais. Alors le terrain a été choisi par qui? Par Guy ou par Daniel? C'est Daniel qui est défenseur. Daniel est défenseur. Hein, donc c'est Guy qui a choisi le terrain et c'est Daniel qui... Alors un des avantages de l'armée Touareg, c'est qu'elle met toujours l'adversaire dans une position très difficile en termes de choix concernant l'initiative. Je me résume. Si l'adversaire gagne l'initiative et qu'il choisit d'être attaquant, il est obligé d'attaquer en désert, car le Touareg n'a que l'option désert dans ses terrains. Donc, si l'adversaire gagne l'initiative, il est face à un dilemme. Soit il opte pour la défense, ce qui laisse donc l'initiative de la première de la manœuvre à l'adversaire, soit il choisit un terrain qui va le désavantager. Dans presque tous les cas. Voilà. Donc ça, c'est une des qualités intrinsèques de l'armée Touareg. Donc là, manifestement, le Hongrois a gagné l'initiative, il a choisi d'être attaquant, et on voit que le terrain, dans sa disposition finale, avantage quand même assez nettement le Touareg. Ouais. Puisque, en ce qui concerne le bord Touareg... D'ailleurs, pour le reste du commentaire, je ne dirai plus Guy ou Daniel, ça sera plus simple de dire le Touareg ou le Hongrois. On voit donc, et puis je propose qu'on se réfère, le haut de l'écran ça sera le nord, le bas c'est le sud, est et ouest. Voilà. Donc on voit que côté Touareg, du nord au sud, je dirais, on a, si j'ai bien vu, deux broussailles, une colline douce voilà, et une dune. Et côté, c'est une dune à droite. Côté hongrois, une dune. Là, on le voit le déploiement. Là. Voilà. Bon, alors le déploiement. Pour le Hongrois, en fait, son déploiement est relativement contraint par le terrain, puisqu'il n'a qu'une seule force de frappe, une seule capacité de rupture, sont ses chevaliers, et les deux ailes sont complètement obturées par du terrain qui pénalise ses troupes montées, et il n'y a qu'un seul couloir dans lequel il peut déployer ses charges de chevaliers, c'est le secteur central avec la colline. Bon, à partir de là... Il met fort logiquement ses chevaliers face à ce terrain, en espérant sans doute, car il faut bien comprendre aussi, là on observe le déploiement terminé. C'est un déploiement caché, hein. Voilà, d'abord le déploiement était caché, par des paravents, premièrement. Deuxièmement, au moment d'opérer leur choix de déploiement, les joueurs ne connaissent pas l'organisation de l'armée adverse, qui peut comporter des variantes assez sensibles. Par exemple... Guy est en droit de se demander si Daniel va avoir maximisé le nombre de chameaux ou le nombre de fantassins, ou avoir une option équilibrée. Les adversaires n'ont pas la liste d'armées, évidemment. Exactement. Ils connaissent juste le numéro de la liste. Et le Touareg, lui, ne sait pas quelle va être la proportion de troupes montées, de chevaliers, ni de fantassins, ou même de chariots de guerre dans l'armée hongroise. Il y a des minima, il y a des maxima autorisés. Il y a des minima imposés et des maxima autorisés, mais il y a, je vais dire, une marge de manœuvre assez importante entre les deux extrêmes. Ce qui va expliquer, sans doute en partie, les choix de déploiement de certains des joueurs qui peuvent poser question. Par exemple. Alors, côté hongrois, je l'ai dit, bon, ces chevaliers, il n'a pas tellement le choix. Ensuite, il aurait pu opter pour une concentration de l'effort en se disant, puisque je suis obligé de charger au centre avec mes chevaliers en espérant y trouver quelque chose. Je choisis une aile sur laquelle je mets mon chariot et je mets toutes mes troupes de l'autre côté du war wagon. En clair, l'autre... Le war wagon, il est où là? Il est juste sous la... Le war wagon est sur l'aile gauche des Hongrois, mais il a déployé des troupes montées au sud de ce war wagon. Pourquoi c'est un choix qui a l'air de te laisser dubitatif? Ça me laisse dubitatif parce que, compte tenu du terrain qui est bloqué de ce côté-là, je pense que c'est lié à l'incertitude sur la composition de l'armée adverse. Voilà. Peut-être qu'il s'est dit qu'il y avait plus de fantassins de ce côté-là, vu qu'il y avait une dune. Côté
côté nord du déploiement hongrois, c'est-à-dire l'aile droite hongroise, bon, on est face à un déploiement relativement classique, c'est-à-dire qu'on voit bien que les cavaliers moyens sont en colonne prêts à venir appuyer les chevaliers qui vont aller au centre, et puis les cavaliers légers vont faire tout ce qu'ils peuvent pour ralentir toutes les manœuvres de débordement par le nord de l'aile droite hongroise. Le choix de son aile sud, les cavaliers au sud du War Wagon, je ne comprends pas très bien quelle était son idée à ce moment-là, si ce n'est que peut-être il s'attendait à avoir beaucoup plus de chameaux et qu'il espérait pouvoir attirer un maximum de chameaux dans le vide avec ses cavaliers légers de ce côté-là. Bon. Ce sera intéressant de lui demander. Ça sera intéressant. Alors, côté Touareg, bon, le terrain est bien exploité, mais le milieu est boudé. Hein. Et voilà. Alors, d'emblée, on se pose une question, c'est le centre est laissé vide. Alors, une raison pour ça, c'est en plus une colline, je crois, au centre. Donc, du coup, pourquoi ? Et je ne sais pas, mais j'ai peut-être une tentative d'explication qui est que, encore une fois, Daniel ne connaissait pas l'organisation ni l'articulation de l'armée hongroise avant le retrait des paravents. Et encore une fois, on est en déploiement caché, c'est-à-dire qu'on ne peut pas adapter le positionnement des corps au fur et à mesure du déploiement en fonction de ce qu'on voit de l'adversaire. Il faut prendre une option dès le départ. Daniel ne sait pas s'il y aura ou non de l'infanterie lourde en face. Manque de peau. Imaginons qu'il y ait un corps d'infanterie lourde puissante, encadré par 2 War Wagons, qui est une tactique classique chez les Hongrois, avec, imaginons une organisation différente. 4 fantassins lourds, armure au centre, avec sur chaque flanc des fantassins lourds, un War Wagon, et puis 2 ailes de cavalerie légère, moyenne, avec éventuellement 1 ou 2 ou 3 chevaliers en réserve, en deuxième échelon sur chaque aile. C'est pas du tout le même déroulement d'où le fait que voilà, le corps je ne sais pas d'infanterie lourde. Je ne sais pas, mais je pense qu'il était face à une incertitude et il a adopté un déploiement qui lui permettait éventuellement de revenir vers le centre en cas de nécessité. Mais, à ce moment-là, je me pose une autre question. Pourquoi sur son aile droite, c'est-à-dire l'aile qui est au sud par rapport au déploiement, pourquoi sur son aile droite, avec son corps polyvalent, pourquoi déploie-t-il ses chameaux devant et ses fantassins moyens en deuxième échelon ? C'est vrai qu'effectivement, il aurait pu les mettre au centre, fantassin moyen. Voilà. Par exemple. Il aurait pu les mettre au centre, ou il aurait pu les mettre en premier échelon, et les chameaux en deuxième échelon, prêts à venir. Donc je pense que là aussi, ça peut se comprendre si on part de l'hypothèse que Daniel a pensé que peut-être en face, il y aurait de l'infanterie lourde qui chercherait à prendre la colline. Auquel cas, les fantassins moyens étaient en mesure de pivoter et de venir s'opposer à cette... Et puis là, il se met derrière les terrains qui lui sont favorables. Oui, mais il fait le choix de mettre ses chameaux en première ligne plutôt que son infanterie moyenne en première ligne pour attaquer. Voilà. Donc, complètement au nord du dispositif Touareg, donc on a d'abord le corps d'infanterie qui est fort logiquement dans la broussaille, il va progresser rapidement et il ne sera pas pénalisé. Et puis le petit corps de chameaux, tout à fait au nord, en mesure de déborder si jamais il n'y avait pas grand-chose en face. La différence du nombre de plaquettes, on la voit bien là. Hein. Voilà. Alors c'est parti. Donc l'attaquant, le Hongrois, démarre son premier tour. A priori par le corps central, hein, les chevaliers. Là, il joue d'abord son corps central, donc fort logiquement, Alors les chevaliers, ils vont pas avoir trop de cible là pour le coup. Hein. Ben non, ils foncent. Et le fait qu'il n'y ait pas de troupes au milieu, ça permet de faire 2 déplacements d'un coup, et donc d'être très proche pour le coup déjà de. Tout à fait. Des lignes de Daniel. Pour le coup. Oui. Alors, comme on s'y attendait, le corps de son aile droite, donc qui est au nord,
il a une mission en 2 composantes. La première, soutenir et couvrir les chevaliers avec le groupement des 4 cavaliers moyens lourds. Et la deuxième composante, avec les 3 cavaliers légers, c'est ralentir tout le reste de l'armée du Touareg qui se trouve au nord. D'accord. Et pour le coup, le corps du nord de Guy semble très léger par rapport à la masse de et alors, bon, concernant toujours la manœuvre des Hongrois, on voit que sur son sud, sur son aile gauche, il est parti contourner la broussaille avec ses 2 cavaliers légers. On se demande dans quelle intention, finalement, parce que moi je vois un problème pour les Hongrois dans le dispositif qu'il a adopté, c'est que ces chevaliers ne sont pas appuyés sur leur flanc gauche. À la limite, ils pourront être couverts par le War Wagon, mais il n'y a pas d'appui offensif de ce côté-là. Ouais. On va voir ce que ça donne. Là, alors, Daniel, le Touareg, il avance sur la dune. Le Touareg, il applique sa manœuvre. Sa stratégie Touareg. Toute simple. Il avance tout droit. Et après, dans la dune, il est bien protégé. Voilà. Bon, personne ne va venir le chercher. Hein. Il est bien dans la dune, et puis surtout, son intention de manœuvre est positive dans la mesure où face à ces chameaux, il n'y a que des troupes montées. Donc lui n'est pas gêné pour traverser la dune. L'adversaire est neutralisé, les troupes montées adverses sont neutralisées. Donc là, je pense que son intention est claire. Il traverse la dune, il ratisse toutes les troupes montées et il fonce au camp qu'on voit difficilement, mais je suppose qu'il est complètement à l'est, juste au sud de la dune. C'est ça. Voilà. Donc là, sa tactique est simple sur le flanc sud. Donc là, Daniel, lui, il vise la dune. Il vise le camp, pardon, pour le coup. Je pense que là, en avançant tout droit, il sort toute l'aile gauche médiévale de la table et en même temps, il menace la prise de camp. Peut-être qu'il veut essayer d'esquiver un peu les 4 chevaliers lourds du centre aussi. Et on voit qu'il a réussi à la fois à envoyer une composante avec ses 2 chameaux légers face aux 2 cavaliers hongrois, sur le sud, tout en prenant la dune avec les chameaux, tout en avançant son infanterie moyenne. Donc, pour trouver des cibles aux chevaliers de ce côté-là, ça va être difficile pour le Hongrois. Donc là, on a la phase de tir, on voit comment ça commence à tomber un peu côté hongrois. Mais le Touareg, il a très peu de tireurs, par contre. Alors justement, c'est peut-être que j'ai une bêtise. Oui, effectivement. Le Touareg il y aura plusieurs tours où il n'aura aucun tir. Alors que le Hongrois, lui... il va tirer. Ouais. Et il va faire quand même pas mal de pertes au tir. Combien il coûte le corps de chevalier du Hongrois? Il coûte 64 points. C'est ça. D'accord, ouais. Je peux savoir, est-ce que ce corps va avoir une cible avant la fin de la partie? Parce que je pense que tout le jeu de Daniel, ça va être d'esquiver au maximum.
convois qui hésitent quand même à... Oui, elles sont engagées entre les deux. Non, on voit que ça tergiverse pour savoir comment positionner au mieux ces chevaliers. Là, ils visent clairement l'infanterie moyenne. Hein, oui. Évidemment, c'est la cible idéale pour un chevalier. Et effectivement, ça hésite. Ça discute. Et là, je pense qu'il a portée de charge de l'infanterie, mais qui va probablement se réfugier dans la dune, hein, a priori, j'imagine. Donc on constate que sur cette partie du champ de bataille, là, sur le flanc gauche des chevaliers, il manque une capacité qui pourrait permettre aux Hongrois de ralentir et de fixer une partie des troupes Touareg. Il manque un ou deux cavaliers légers qui pourraient venir contrôler les fantassins moyens avant qu'ils pénètrent dans la dune pour se réfugier. Ouais. C'est cette dune qui est très bien placée. Hein, géométriquement parlant, les fantassins moyens vont pouvoir échapper aux chevaliers. Ça n'aurait peut-être pas été le cas s'il y avait un cavalier léger hongrois à cet endroit-là qui aurait pu venir contrôler de flanc le fantassin moyen qui est en bout de ligne. Alors je ne sais pas, il faudrait faire la mesure pour voir si c'était techniquement faisable, mais je pense que c'était possible. Le camp Touareg il a l'air quand même bien apporté hein, du hongrois. A priori, il ne va pas durer toute la partie. Hein. Ouais, donc là c'est... Là, arrête-moi si je dis une bêtise, mais les cavaliers légers de Guy les positionnent vraiment là pour gêner au maximum l'avance de l'aile sud de Daniel. Hein. Parce que trois cavaliers légers isolés là. Grosse manœuvre de freinage sur le flanc sud hongrois. Donc maintenant Guy fait pareil. En même temps, Guy n'a pas beaucoup de plaquettes par rapport à Daniel, donc il doit effectivement composer avec, et son corps d'impact du centre n'a pas de cible. C'est un peu gênant. Ça c'est la cavalerie lourde, ça. Hein. C'est la cavalerie lourde de... Oui, des Hongrois. Cavalerie lourde arc, je crois. Alors il y a une cavalerie lourde dans ce combat, c'est général, qui est avec le général inclus, et 3 cavaliers moyens. Donc on les voit venir occuper l'espace libre entre le corps d'infanterie moyenne Touareg au nord et les chevaliers hongrois au sud. Donc là, c'est une belle manœuvre d'appui des chevaliers. En même temps et au passage, ce qui ne gâte rien, tous ces gens-là tirent. Donc, tout en appuyant les chevaliers, tout en couvrant leurs flancs, peuvent créer du dégât. Ils peuvent infliger des pertes. Et c'est une des principales forces de l'armée hongroise, c'est la capacité de tir. Même le War Wagon, il l'a bougé de manière très offensive. Hein. Il est quasiment au milieu du terrain, en plein milieu. Ben, c'est le seul support sur la gauche des chevaliers, là. Oui. C'est parti. Guy, c'est principalement Guy de toute façon qui va tirer, hein, a priori. Bon, là, c'est de la cavalerie légère qui tire, le War Wagon. Le War Wagon, voilà. Non, un petit 2. Ah si, ça a marché. Ouais. C'était aux séquences de tir de Guy, maintenant on passe au tir de Daniel, mais bon, il n'a pas grand chose. Il a peu de tireurs, lui, peu de tireurs. Donc là, c'est tour 3, je crois. Voilà, hein. donc il bouge là. Et là, c'est parti. Donc Daniel commence sur son flanc qui est tout au nord, à sa gauche pour lui. Donc tactiquement, on voit que à ce stade, le Touareg a définitivement abandonné le centre, hein, et lui, pour l'instant, il compte opérer sur les 2 ailes, semble-t-il. Mais donc là, voici arriver une manœuvre de repositionnement du petit corps de chameau Touareg. T'es curieux, ça, pourquoi? Il veut protéger son camp? Qui manifestement a l'intention de venir s'opposer. Mais il n'a plus rien au nord, hein, de toute façon, là. Ouais. Non, il pourra rien obtenir en débordant par le nord. Il y a quoi? Il y a deux cavaliers légers qui vont esquiver, donc aucune cible profitable pour le Touareg. Il aurait peut-être pu tenter d'envelopper en fait par le nord. Donc il repositionne ses chameaux pour venir s'opposer à la prise du centre par le Hongrois. Chameaux qui sont donc très vulnérables au tir, on l'a dit, et les Hongrois qui ont de la cavalerie lourde
et moyenne qui tirent. Et puis surtout, l'incertitude maintenant, c'est que vont faire les chevaliers. Est-ce qu'ils vont poursuivre leur manœuvre vers le sud, vers le gros corps Touareg de l'aile droite Touareg? Moi, je pense qu'il va se réfugier forcément de toute façon sur la dune. Ou est-ce qu'il va se repositionner? Ou est-ce que le Hongrois va se repositionner face à l'arrivée annoncée du petit corps de chameau de l'aile gauche Touareg? Donc encore, c'est pas encore central, c'est une cavalerie. Non, c'est un chameau qui va. Alors au niveau micro-tactique, on a donc un chameau léger Touareg qui semble vouloir venir contrôler une partie de la cavalerie. Oui, bah voilà. Oui, carrément. Voilà, ça. Après, il bloque une cavalerie. Voilà, ça c'est fait pour gêner, dissocier la manœuvre du Hongrois. Là, il vérifie s'il peut esquiver sans sortir de table. C'est ça. Voilà. Parce que le chameau léger, s'il esquive avec un 5 ou un 6, part loin. Comme la cavalerie légère. Il va très loin. Donc là, on a son corps tout au sud, à sa droite, donc. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec ses fantassins moyens? Je pense qu'on le sait. Hein. Là, il charge, d'accord. Oui, il faut qu'il aille le plus vite possible. Donc, de toute façon, il n'a pas tellement le choix dès qu'il a une unité à portée de charge. Ses chameaux étant impétueux par nature, dès qu'il a une unité à portée de charge, il n'a pas trop le choix. Soit il l'attaque, soit il est obligé de dépenser 3 points de commandement pour faire autre chose, ce qui n'est pas du tout son intérêt. Mais avec des généraux ordinaires, c'est compliqué, en plus. Donc, de toute façon, face à... Combien il a déjà? 5 chameaux moyens. La cavalerie moyenne hongroise est quand même très désavantagée. Et donc les fantassins moyens qui se réfugient, comme on l'a dit, dans la dune face à l'arrivée des chevaliers lourds. Donc, qui n'ont donc toujours pas de cible. Les chevaliers maintenant sont dans le vide. Pas de cible. Là, il a chargé avec ses 2 chameaux légers impact. Exact. Le Hongrois a esquivé. Alors encore une phase de tir. Phase de tir de Guy. Donc le chariot a tiré, mais il a raté. Et donc c'est le tour 3 de Guy cette fois. Alors, qu'est-ce qu'il va te faire Guy? Commence par son aile gauche, tout au sud, face à l'avancée des Touaregs qui ont bien avancé, effectivement. Il n'a pas grand-chose à leur opposer, Guy, sur ce côté-là. Oui, donc là, il se replie là. Le but du jeu, je pense, ça va être vraiment de gagner un maximum de temps, de ralentir l'avancée Touareg aussi longtemps que possible. Après, c'est vrai que la situation de Guy n'a pas l'air évidente, parce que son corps vraiment principal et ses troupes les plus puissantes sont esquivées depuis le début par Daniel. En l'occurrence, les 4 chevaliers lourds impact du centre. Ça se déroule malheureusement comme on pouvait le craindre pour le Hongrois, c'est-à-dire sa capacité de frappe est relativement limitée, elle est dans le vide, et pour espérer gagner, il faut pratiquement qu'il fasse 2 pertes. Ouais. Il faut pratiquement qu'il inflige au Touareg 2 fois plus de pertes que lui-même n'en encaisse. Donc ça va être vraiment très difficile. Bon, du coup, Guy se rabat sur le camp. Logiquement. Donc là, il va repositionner ses chevaliers certainement face à l'aile gauche Touareg, donc face au nord, face à l'arrivée des chameaux. Donc, du coup, il abandonne complètement son espoir d'obtenir quelques résultats sur l'aile droite Touareg, c'est-à-dire sur le flanc sud. Parce qu'effectivement, un corps de 64 points de chevalier pour aller prendre un camp et même pas quelques chameaux, parce que les chameaux vont se réfugier dans les dunes, c'est pas très efficient. Ouais, c'est cher payé, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il vérifie, Guy, là? Il faut reconnaître que le terrain est très défavorable pour le Hongrois, compte tenu de ses choix d'organisation. Ouais. Après, sur le tournoi, les armées Touareg, il n'y en avait pas beaucoup, je crois. Non, parce que c'est pas si simple que ça à jouer, et puis ça
ça dépend aussi beaucoup de la réussite dans le placement du terrain. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont peur, enfin beaucoup de joueurs ont peur ou répugnent à jouer des troupes impétueuses. Ouais, c'est pas si facile que ça. Il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Récemment, ouais, je suis repassé sur de l'impact plutôt que de l'impétueux. J'ai un peu de mal avec l'impétueux. C'est-à-dire dès qu'il faut manœuvrer, c'est tout de suite plus compliqué. Et surtout avec des généraux ordinaires, c'est... Alors qu'est-ce qu'il vérifie? Il esquive. Il esquive. Ah oui, il esquive, d'accord. Ces deux unités chargées par le chameau du Nord. C'est vrai qu'à ce stade-là de la partie, on se dit qu'effectivement, Guy est dans un ballottage pas forcément super favorable pour le coup. Non, ça va pas être simple pour lui. Bon, le Touareg est en train de se positionner pour pouvoir charger le groupe de cavaliers moyens et lourds hongrois avec le maximum d'efficacité. Là, il est en train de calculer les angles, les pivots, etc. Ça sera effectif pour le tour suivant. C'est un beau pivot de ces chameaux, effectivement. Par contre, la cavalerie qui peut esquiver, donc. Hein. Elle peut esquiver, mais du coup, la manœuvre du Hongrois est quasiment dictée par le positionnement des chameaux de Daniel de Daniel dans la partie nord du terrain, puisque si ces chevaliers ne font pas face à cette direction-là, ils vont se retrouver... soit il est obligé de tenir la charge avec ses cavaliers, ce qui est un peu suicidaire, soit il expose le flanc de ses chevaliers. Donc les chevaliers vont être obligés de se rétablir sur une ligne à peu près parallèle à celle des cavaliers face au nord et face à l'arrivée des chameaux. Et sur le sud, ça se passe... Il avance vite, hein. Il n'y a pas grand chose en face, il y a 3 cavaliers légers. Il y a 3 cavaliers légers face à 5 chameaux plus les chameaux légers. Il y a le War-Wagon au milieu qui a l'air de faire quelques touches aussi, parce qu'on voit que les troupes sont un peu amochées globalement, mais ça ne ralentit pas plus que ça. Non, ça ne ralentit rien, puisqu'encore une fois, le War-Wagon n'a pas de... Oui, alors bon, la plaquette qui est poussée, là, c'est une plaquette de général, donc on la déplace. Voilà. J'allais dire, ça c'est motif à bagarre, ça. Vous notez que le War-Wagon n'a pas de zone de contrôle, ce qui n'empêche donc pas de s'approcher à passer à côté. Et donc là, il repositionne ses fantassins moyens. Est-ce qu'il va charger le War-Wagon? Ça serait utile. Est-ce que c'est intéressant de charger un War-Wagon avec des fantassins moyens? Oui, parce que il a l'avantage du nombre. Il n'y a qu'un seul War-Wagon, donc vu la masse de fantassins moyens, il va finir par... il finira par l'emporter. Il commence à tirer avec ses cavaliers là. Ça tire à Daniel, il s'en prend là. Chaque perte qu'il peut infliger aux Hongrois est bonne à prendre. Hein. Donc là on est déjà au tour 4, ça passe très vite la partie. En fait, le Hongrois le Touareg est dans une posture relativement simple et favorable. Il peut accepter l'échange des pertes, c'est-à-dire il peut accepter une perte hongroise pour une perte Touareg. Oui. Avec 10 plaquettes de plus. Vu l'avantage numérique, le Hongrois atteindra beaucoup plus rapidement son seuil de démoralisation. Donc, aucune hésitation à envoyer les fantassins moyens sur le War-Wagon. Est-ce que là, l'intérêt de Guy, c'est pas de jouer en fait justement un nul ou de... Parce que les missions semblent compliquées pour lui quand même, globalement. Jouer le nul, c'est peut-être l'option la plus réaliste. De ralentir au maximum Daniel. C'est peut-être l'option la plus réaliste, mais c'est aussi, ce n'est pas celle qui lui permet d'envisager de gagner le tournoi. Ouais. Tout dépend de son objectif personnel. Est-ce qu'il veut bien figurer dans le classement final ou est-ce qu'il veut se donner toutes les chances de gagner. De gagner. Mais toutes les chances de gagner, encore une fois, ça va être très très compliqué. Surtout que là, on est déjà... tour 4 là. On aborde le tour 4. Donc là, il y a plus de la moitié de la partie qui est passée déjà. Alors que les chevaliers, il éclate ses chevaliers. Non. Si, il a éclaté son corps de chevalier. Oui.
En fait, compte tenu de la manœuvrabilité des chevaliers qui bougent de 3 unités de distance, alors que les chameaux bougent de 4, pour faire face à la direction, seuls 2 chevaliers de la ligne arrivent à se positionner de façon efficace. Les 2 autres, ça leur prendra un tour de plus pour venir rejoindre la ligne principale. Il y a probablement un des 2 qui va prendre le camp de toute façon, au prochain tour. Oui. Ou le fantassin léger, ça peut suffire. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il y a une unité qui est sortie de la table. Il avait un chameau léger blessé qui a été chargé. Donc il a esquivé, mais ça l'a fait sortir de table. Bon, pour le coup. Par le côté adverse du reste. Pas de perte supplémentaire, parce que ça revient au même. Oui, parce qu'il était déjà blessé. Chameau blessé qui sort de table, c'est 1 point dans les 2 cas. Ça discute. Petit problème de zone de contrôle. Ça discute. Oui, ils ont mis nos mains. Alors le Warwagon qui tire. Clac. Qui touche. Et ça touche. Pour l'instant, ceci dit, on dit qu'il fait des touches, mais il n'y en a pas tant que ça. Pas tant que ça, pas suffisamment pour que ça soit décisif. J'en vois quoi? J'en vois 2, 3 C'est un peu anecdotique, là, en fait. Encore une perte, là. Et il ne peut pas riposter. 3 touches sur le côté Touareg par rapport à tous les tireurs qu'il y a le hongrois, c'est pas cher payé. Ça va. Tu vois, il est quasiment sur le camp adverse en plus maintenant. Bon, après, ceci dit, Daniel, il a aussi pas mal de troupes qui vont vers le camp, mais est-ce que c'est vraiment. Ah, il y a un camp fortifié, c'est ça? Enfin, qu'il en envoie plus fortifié, ça change rien. Plus il en mettra sur le camp, si, ça fait baisser. Oui, parce que sur un camp, on peut engager jusqu'à 4 unités différentes. 2 sur le grand côté et 1 sur chaque petit bord. Et on lance un dé par unité au combat. Ah oui, d'accord. Plus on en a, plus on a de chances de tirer le nombre de chances de 5 ou le 6 d'avoir la fameuse fatidique. Et puis accessoirement, tant qu'il avance et qu'il pousse les unités montées hongroises, il a une chance de les faire sortir de la table en esquivant. Daniel qui nous gratifie d'un magnifique plan sur toujours est-il qu'au stade actuel, pour moi, le mieux que puisse espérer le Hongrois, c'est une partie nulle pour l'instant. Daniel peut sans doute encore gagner, mais le Hongrois, je vois pas comment il peut gagner. Donc là, d'après le commentaire, finalement, Daniel qui va faire partir les 2 cavaliers légers de Guy en les chargeant. Et donc il se libère complètement le chemin vers le camp adverse. Il a quasiment fait un encerclement complet. Ouais, avec 29 plaquettes contre 19, c'est bien joué de sa part, et puis mais en même temps c'est presque normal. Et donc il y en a 2 qui vont pouvoir aller sur le camp. Ouais, c'est les 2 qui sont tout au sud là, qui vont pouvoir aller bouger tranquillement sur le camp, pendant que les autres continuent leur enveloppement. Les ralliements, ouais. C'est là qu'on se dit, est-ce que les tirs, est-ce qu'il va faire une armée de tireurs, c'est vraiment efficient en tournoi comme ça? Parce que là, pour le coup, on sent pas une énorme efficacité côté des tirs, côté tir. Les armées de tireurs montés sont pas aussi simples à jouer qu'il n'y paraît, et puis c'est très difficile d'obtenir la décision uniquement par le tir, parce qu'il faut infliger un niveau de perte tel que c'est rarement atteignable dans les délais d'une partie en compétition. Donc souvent il faut combiner le tir avec une capacité de choc ou de manœuvre, de prise de flanc, etc. Mais là il n'y a que du tir, il n'y a pas vraiment de choc. C'est pas possible, le terrain est trop verrouillé pour le Hongrois, il n'a pas assez d'unités pour trouver les flancs, donc c'est quasiment mission impossible pour lui. Donc là la cavalerie arc s'est finalement retirée devant la charge. Et l'esquive, voilà. Des chameaux qui du coup contrôlent les chevaliers et vice versa. Voilà. Ceci dit, les chevaliers sont bien positionnés puisqu'ils sont en hauteur par rapport aux chameaux, lesquels chameaux étant de nature impétueuse seront, et avec un général ordinaire, sont probablement quasiment contraints à charger les chevaliers dans des conditions qui sont pas si favorables que ça, puisque en fait le bonus, la désorganisation du chameau contre les troupes à cheval
sera absorbé par le fait que... Par l'altitude. Oui, et de toute façon, les chevaliers ont l'avantage de l'altitude, plus simple pour la hauteur, et leur armure compense la désorganisation du chameau. Et ils sont élites. Ouais. Donc globalement, là, c'est plutôt avantage aux chevaliers tels qu'ils sont positionnés. Il y aura quand même un débord, hein, a priori, de toute façon, côté... Oui. Côté Touareg, donc ça y est, le camp est pris, les Touaregs. Bon, enfin, je suis pas inquiet pour les chevaliers. Non, a priori. Voilà. Alors, que veut-il faire avec... Il veut se mettre en position de prise de flanc, c'est ça? Logique. Oui, une position de prise de flanc. Et puis une belle ligne de chevaliers. Ah, c'est carrément c'est un Eli qui a pris le camp, en plus. Oui, ça suffisait. Ah, c'est pas mal joué, ça, de la part de Guy. Oui. Puis la cavalerie qui n'est pas loin, qui va peut-être même pouvoir revenir pour... Donc faisons un bilan. Si Guy se débrouille bien, ce qui est pour l'instant est le cas, si l'Hongrois se débrouille bien, il peut espérer venir à bout de l'unité de 4 chameaux qui est face à lui, puisque là on voit bien, il concentre ses chevaliers, plus 4 cavaliers, plus un cavalier léger qui d'ailleurs est venu attaquer un fantassin moyen, là je vois, c'est le cavalier léger impact qui attaque un fantassin moyen dans la broussaille. Enfin, à mon avis, le Hongrois peut venir à bout des 4 chameaux sans trop de pertes, ce qui pourrait donc, si on fait le bilan, ça peut faire 8 pertes contre les Touaregs, plus le camp, ça fait 12. On est quand même loin du compte. On n'est même pas à la moitié du seuil de démoralisation. Il faudrait faire 17 pertes au tir en plus pour y arriver. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, dans les 3 tours qui restent, ça va être compliqué. Ça semble difficile, effectivement. Ouais. Ça va être très compliqué. Je vais faire un check du film, on pourra couper cette partie-là, histoire qu'on ne parle pas dans le vent. Oh. Il est bien ce téléphone, il y a de la place. Alors, il y a un... Ah oui, donc là, effectivement, il y avait un cavalier léger qui avait attaqué un fantassin moyen dans la broussaille. Il a dû faire un bon résultat au dé que je n'ai pas pu voir, puisque le fantassin moyen a été détruit instantanément. Donc là, on est au tour 5, hein, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, on est à 2 tours de la fin, a priori. Alors, oui. Du coup, Daniel, il enveloppe là, mais pour l'instant, s'il attaque le camp fortifié. D'accord. Oui, il attaque le camp, et puis il a du mal à trouver d'autres cibles à détruire, puisque le Hongrois esquive résolument. Bien entendu, c'est pas intéressant d'attaquer un War Wagon avec des troupes montées, donc il faut qu'il arrive à lancer ses fantassins moyens sur les War Wagons. C'est quoi les facteurs Les fantassins moyens avancent à 2 unités de distance au lieu de 3 dans la dune, donc je suis pas certain qu'ils aient le temps d'y arriver efficacement. Alors, aliment du fantassin moyen et loupé, effectivement. Alors, du coup... Ah oui, alors le corps de l'aile gauche Touareg se trouve maintenant au centre. Et c'est lui qui n'a plus de cible, pour le coup. Hein. Parce que le corps qui est dans la dune, là... le corps qui est dans la dune, je vois plus très bien à quoi il peut être utile maintenant. Si ce n'est chasser devant lui les cavaliers légers hongrois. Encore que... Donc là, il sauve les meubles. L'expérience malheureuse de la destruction du MI par le LH Impact. Alors, ce qui est intéressant maintenant d'observer, c'est comment Daniel gère l'attaque de ces 4 chameaux. Il en sacrifie un, j'ai l'impression. Exact. Il en sacrifie un pour ralentir au maximum, pour gagner du temps face aux 4 chevaliers, et puis il maximise ses chances d'obtenir un résultat face aux cavaliers en lançant un maximum de chameaux sur les cavaliers. Ceci dit, 2 des 3 chameaux sont touchés au tir. Oui, ça va pas être simple pour le coup. Hein. Parce que les facteurs sont quasiment... Alors le Hongrois n'a pas esquivé, il a accepté la charge, puisque maintenant il a des opportunités de prise de flanc sur les chameaux qu'il faut qu'il exploite absolument.
Donc tout ça est logique. Par exemple, la partie s'est un peu renversée là pour le coup. Que le Hongrois était en position défavorable il y a 2 tours et que là ça va quand même beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il a réussi à se concentrer sur le petit corps de chameau Touareg. Donc là on essaye, on est au corps à corps, effectivement on a vu, il s'est rien passé sur le premier. Je vois pas bien les dés. Et sur le deuxième, c'est Guy qui s'en prend une, apparemment. Ouais. Il a eu de la chance là, Daniel. Et sur le troisième, elle va carrément... Destruction. Destruction instantanée. Bon, c'est plutôt bien joué. Donc la poursuite automatique des impétueux aussi. Alors il n'a pas le choix, étant impétueux, l'unité de chameau doit absolument poursuivre. Et là on a vu en encart que Daniel a réussi son jet pour prendre le camp de Guy, qui était fortifié, le camp de l'Hongrois qui était fortifié, donc le camp hongrois est tombé donc aussi. Ça c'est un coup de chance aussi, parce que ça veut dire qu'il a réussi à faire 6 au dé à la première tentative. Donc là, la situation redevient un peu en faveur du Touareg. Oui, parce qu'un camp fortifié, ça coûte 6 points de victoire. Ouais. Alors qu'un camp non fortifié, 4 points. Donc là, combien d'autres pertes l'Hongrois a-t-il? J'en vois pas beaucoup. Bon, il a perdu une plaquette là. Il a perdu une plaquette, plus une perte, ça fait 3, plus le camp fortifié, 9. Il est pratiquement à 50% de perte. Ouais. Ça peut aller très vite pour le Hongrois. Ah, le chevalier, les chevaliers qui ont éliminé le chameau sacrifié, du coup. Oui, et qui se rabattent sur le flanc du reste des chameaux. Ouais, ça sent mauvais pour les chameaux, qui sont pris de flanc de toutes parts, au milieu. Alors. C'est la phase de tir, ouais. Il commence à être un peu amoché, Daniel, là, au niveau des tirs. On commence à avoir des pertes un peu partout. Et les combats au centre. Ouais, bon là, logiquement, les troupes prises de flanc, c'est plus compliqué pour le Touareg. Ouais, normal. Encore une perte. Donc il part, ouais. Ouais, ça part. Voilà, hop. Ouais, le ménage. Oui, coup dur, là. Coup dur pour Daniel. C'était prévisible. C'était prévisible. C'était prévisible. Alors là maintenant... Donc là on en est au tour 5 de Daniel, peut-être tour 6. 6 tour 6 de Daniel. Donc là on est à... Ouais, c'est l'avant-dernier tour presque. Ouais. Alors j'ai pas vu, mais je crois qu'en encart il est annoncé qu'il passe en blitz là. Oui. Bon alors faut peut-être expliquer ce que c'est que la formule de blitz. Ouais. Lorsque le temps est toujours contraint en tournoi, lorsque le temps restant ne permet pas de jouer les tours restants à vitesse normale, je dirais, pour être certain de terminer les 7 tours imposés par la charte des tournois pour le déroulement d'une partie, la formule de Blitz attribue à chaque joueur 3 minutes pour faire tous ses mouvements et activations, y compris les ralliements. Le délai pris pour régler les tirs et les combats n'est pas compris, bien entendu, dans les 3 minutes. Ça donc il faut aller très vite. Alors souvent, ça... terminer plus rapidement les parties qui peuvent s'allonger. Ça permet, voilà. Et ça permet surtout de faire les 7 tours nécessaires pour juger qu'une partie a été étalée jusqu'à son terme. Ouais. Bon, là, vu qu'on est quand même en phase de blitz et qu'au niveau des pertes, ça sent quand même le match nul, clairement, où je pense pas que quelqu'un arrive à un seuil de démon, on va voir, mais a priori je ne pense pas. C'est 29 plaquettes d'un côté, on en est loin. Et de l'autre côté, mine de rien, Guy qui... Guy repère encore une unité. Ah oui. Le problème chez Guy, c'est que ses 4 cavaliers moyens et lourds vont certainement avoir du mal à survivre. Ce qui pour lui fait beaucoup de pertes. Compte tenu de la taille de son armée. Il faut juste qu'il n'arrive pas à 19 en fait. Et voilà, c'est ça. C'est la difficulté qu'il va avoir sur la fin de partie. Alors, les unités du milieu là, ce sont des cavaliers aussi, des cavaliers oui, là. arc, non? Ouais. À côté du war wagon.
Oui, ça doit être ces 2 cavaliers moyens arc qu'il a repositionnés. Mais je dois dire que j'ai un peu de mal à voir. 2 cavaliers moyens arc, ouais, c'est ça doit être ça, hein, effectivement. Donc phase de tir, une des dernières de la partie d'ailleurs. Encore Guy qui en profite évidemment. Mais il se passe pas grand chose finalement. Il n'y a pas eu beaucoup de combats pour le coup dans cette partie, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de combats au centre là. Et puis, il y a eu un petit combat, un LH hongrois qui est allé attaquer un ennemi. Et puis ensuite, ça a été le choc entre les 4 chevaliers et 4 cavaliers. Il leur fallait un truc à taper aux chevaliers. Contre les 4 chameaux. Ils cherchaient une cible, c'était inévitable. Au sud, les chameaux ont poussé devant eux les cavaliers légers hongrois. Ça a beaucoup esquivé, mais peu de combats. Ouais. Peu de combats. C'est la grosse différence avec les armées d'infanterie. Une fois que les lignes sont engagées, tout le monde est au combat. Et c'est le plus résilient qui l'emporte. L'infanterie lourde esquive très mal, paraît-il. Tout à fait, Thierry. Donc Guy encore, qui rajoute quelques pertes à Daniel, enfin aux joueurs Touareg. Faut reconnaître que les phases de tir, c'est pas très télévisuel, quoi. Non. Non, mais là pour le coup, les petits encarts que Gérard a fait, ça va être bien. Hein. On arrive à bien lire en fait la partie. Comme ça. Oui, parce que compte tenu de l'échelle, moi-même j'ai du mal à voir les résultats OD. Ouais. Guy vient de perdre une unité de plus. Et Daniel également, il prend une perte au centre. Bah, a priori, donc fin de partie, c'est un match nul du coup. Hein. Oui. Il s'est pas passé grand chose dans la partie. Je pense que. Ben voilà. 22 pertes pour 29 unités pour le Touareg. Bon. Ah ouais, 18 sur 19. Ah, 18 sur 19, donc il manquait pas grand chose à. Il manquait pas grand chose à Daniel pour gagner la partie. S'il gagnait la partie, il aurait gagné le tournoi. Il gagnait le tournoi, puisqu'il marquait au minimum 30 à 40 points de plus. Sachant que je suis allé voir les résultats dans les statistiques qui sont sur le site ADG, et je les retrouve plus. Voilà. Daniel finira deuxième du tournoi avec 371 points. Sachant que le premier, qui était Michael Bricot, a marqué 377 points. Ah oui, donc ça joue donc 6 points d'écart. C'est joué à 6 points d'écart. Donc le tournoi se joue sur cette partie. Et Daniel, sur cette partie-là, a marqué 51 points de victoire pour une partie nulle très favorable. S'il avait fait la dernière perte qui manquait pour infliger la défaite à Guy, il marquait au minimum 30 points de plus. Puisque quand on gagne une partie, même si la victoire est marginale, même si c'est à une parte près, on marque au minimum 81 points. Donc au minimum, il marquait 30 points de plus. Donc on voit que pour une perte, la victoire du tournoi échappe à effectivement, c'est dommage. Alors, à quoi ça tient ? Ça tient à des choix de déploiement, à des choix de manœuvre. Enfin, où aurait-il pu trouver cette perte ? Peut-être avec... une option de déploiement différente, je ne sais pas, il faudrait rejouer la partie avec des what if. Son corps tout au nord a quand même été bien inexploité pour le coup. Hein. Il n'a pas servi à grand chose. Hein. Son gros corps de chameau au nord. Et son corps au sud, il n'a pas eu trop de cibles non plus au final. Disons que le corps qui est au sud, il faudrait faire un bilan comparatif. Il a pris le camp, 6 points, et puis c'est tout. Il a pris le camp, 6 points. S'il avait été déployé différemment pour venir s'opposer aux chevaliers au centre, est-ce qu'il n'aurait pas été plus efficient ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'aurait pas obtenu un rendement supérieur en termes de pertes infligées ? Je ne sais pas. Mais 5 chameaux moyens qui seraient venus s'opposer aux chevaliers, si les 8 chameaux, les 9 chameaux, les 4 de l'aile nord du Touareg, plus les 5 de l'aile sud, s'ils avaient pu se concentrer autour des chevaliers
et des 4 cavaliers hongrois, peut-être qu'il aurait obtenu un rendement supérieur, ou en tout cas ça aurait peut-être fait la différence de perte, la perte qui lui manquait pour... Parce qu'au final, les seules troupes qui étaient incapables d'esquiver, c'était les chevaliers lourds impacts. Exactement. Il aurait peut-être dû se concentrer dessus au final. Ben, peut-être, mais encore une fois, il avait pris une option de déploiement à partir de laquelle il avait du mal à revenir, sur le centre. Bon, ben, une partie intéressante. Si les chameaux avaient été en deuxième échelon et sur l'aile sud, si les chameaux étaient en deuxième échelon et les fantassins moyens en premier échelon pour aller vers la dune, effectivement, les chameaux auraient pu se recentrer sur la colline face aux chevaliers. Et il aurait pu réaliser une concentration nord-sud avec ces chameaux qui revenaient de l'autre côté. Ces deux composants de chameaux, peut-être ça aurait été différent. Mais à partir du moment où il les avait mis face à la dune avec les fantassins moyens en deuxième échelon, il était un petit peu condamné à mener la manœuvre telle qu'il l'a conduite. Ils se sont un peu courus après l'un après l'autre pour le coup, mais bon. Et ben voilà, donc c'était Daniel contre Guy lors du tournoi de Ballainvilliers du mois de novembre 2022. J'ajoute le plus beau tournoi du circuit. Ah. Possible, est-ce que c'est objectif, on ne sait pas, mais possible. Et ben merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Cool.